Le rapport 2020 du Réseau national de lutte anti-corruption indique que la police nationale, la police municipale, une nouvelle fois, est l'institution la plus corrompue au Burkina. Le document, avec tous les détails, était présenté hier. Nous en parlons dans ce journal. Le mouvement Rupture Positive 3R a lancé officiellement ses activités. Sa démarche va aller dans le sens de rehausser le niveau de stabilité du Burkina, notamment en travaillant sur les différents secteurs avec précision. Et puis enfin, première édition du Salon de la publicité et de l'édition. Nous sommes le deuxième jour des activités qui font la promotion de l'excellence et de la découverte des innovations des métiers de la publicité dans ce journal. Retour sur la cérémonie d'ouverture. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous débutons par le procès Thomas Sankara au troisième et dernier jour d'audition du général Gilbert Diendéré. Le ton de son discours n'a pas changé. Le responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente à l'époque des faits serait totalement innocent dans l'affaire. C'est ce qu'affirme son avocat qui ajoute qu'il a plutôt été surpris donc par les événements sans pouvoir réagir. Nous en parlons avec Abdoulaye Migné. La défense du général Gilbert Diendéré, dès sa prise de parole, demande au parquet de clarifier les charges qui pèsent contre l'accusé. Pour le parquet, Gilbert Diendéré, qui s'est rendu sur le site du Conseil de l'Entente après avoir entendu les coups de feu, a vu les cadavres et ceux qui ont tiré. Il n'a pas réagi et n'a pris aucune sanction contre ces éléments qui étaient pourtant sous son commandement. Pour le parquet, c'est une omission qui engage sa responsabilité en tant que chef. Mais pour Diendéré, après avoir rendu compte à son supérieur, le chef de corps Blaise Compaoré, il n'était plus de lui son ressort de prendre des sanctions contre ces éléments. La responsabilité, elle est personnelle. À partir du moment où le tribunal va se convaincre que le général Diendéré n'a jamais tiré sur la gâchette, les choses sont claires. Les choses sont claires. Il n'a jamais tiré. Mais en l'espèce, lui-même a été surpris. Et puis heureusement qu'il s'est déporté sur les lieux en survêtement. S'il était venu avec ces éléments, lui-même aurait été victime. Heureusement qu'il est en survêtement. Heureusement qu'il n'était pas armé. Voilà les choses. La partie civile atteint la phase des témoignages pour prouver que la stratégie de défense de Gilbert Diendéré est basée sur du faux. Lui qui se présente comme un soldat prêt à aller au front s'il le faut. Je pense d'ailleurs qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est toujours un soldat en combat, prêt à aller au combat. Je pense que c'est l'image qu'il a voulu présenter au regard donc face à la justice burkinabé, mais vous aurez bien compris que cette image-là ne pourra pas résister aux poursuites qui ont été engagées contre lui. Nous avons suffisamment démontré hier quelle était sa responsabilité et nous allons continuer encore de le démontrer avec les témoins qui viendront à la barre pour montrer comment et combien toute sa défense est construite sur des contre-vérités. Gilbert Diendéré, en entendant la suite, dit être satisfait d'avoir pu faire comprendre qu'il ne faisait pas partie du commando, qu'il n'a pas donné l'ordre de faire ce coup d'État et qu'il n'était pas sur les lieux au moment des faits. L'audience reprend le 15 novembre avec l'audition de Albert Pascal Sibidi Belem Liliga, adjudant-chef à la retraite. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Je vous en parlais en titre. Le Réseau national de lutte anticorruption a présenté hier son rapport 2020 et pour une nouvelle fois consécutive, la police municipale est portée à la première place sur la liste des services les plus pratiquants de la corruption. L'essentiel de la liste dans ce reportage de Serge Caboret. Avec 75,21%, la police municipale s'est tristement illustrée en raflant la première place des institutions les plus corrompues au Burkina Faso en 2020, répétant ainsi l'histoire après avoir occupé la même place respectivement en 2018 et 2019. C'est ce qui ressort du rapport du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC sur l'état de la corruption au Burkina Faso en 2020. Pour cette année, la police nationale occupe la deuxième place avec 28,96% et la douane, la DGTTM et la gendarmerie occupent respectivement la troisième, quatrième et cinquième place. Une prédominance des forces de défense et de sécurité dans ce rapport qui, selon le RENLAC, se justifie. C'est dû au fait qu'à cause de l'insécurité, ces forces de sécurité intérieure sont versées sur la voie publique. Et comme ces forces de sécurité intérieure sont versées sur la voie publique pour contrôler
en vue bien sûr de faire reculer l'insécurité, il s'établit un rapport de complicité avec certaines populations pour pratiquer la corruption. De sorte que le motif pour lequel ces forces sont versées sur la route, finalement, est occulté. À en croire le RENLAC, le haut sommet de l'État s'avère impuissant face au phénomène du terrorisme. L'analyse des actions de lutte anticorruption au sommet de l'État et dans les administrations publiques prouve à suffisance que le pouvoir en place n'a pas encore pris la pleine mesure de la situation. Le rapport constate une inertie, voire une impuissance à peine voilée de l'exécutif face au développement du phénomène. Ni le président du Faso, ni son premier ministre, encore moins les autres membres du gouvernement, n'ont été dans de bonnes dispositions pour engager une lutte sans merci contre le phénomène. En d'autres termes, le RENLAC évoque un manque de volonté politique afin de mettre fin à ce phénomène. Pendant qu'on attrape des corrompus, pendant qu'on les juge et on les condamne, il y en a qui les libèrent, il y en a qui les gracient, il y en a qui les décorent. Voilà le fond. Et il faut qu'il y ait une certaine harmonie, une synergie d'action. Que certains ne tirent pas par le bas et d'autres tirent par le haut. En termes de recommandations à l'endroit des acteurs étatiques, le RENLAC appelle au devoir d'exemplarité et la reddition des comptes au cœur de l'action gouvernementale, la publication systématique des rapports des commissions d'enquête parlementaires et missions d'information parlementaires, ainsi que l'ouverture des frontières afin de réduire les opportunités de corruption et de racket routier. Réconciliation, refondation, renouveau, le mouvement Rupture Positive 3R a lancé ses activités ce jeudi. Lors d'une conférence de presse, ce mouvement a encore décliné ses objectifs qui se résument à œuvrer en vue d'une rupture avec la situation que vit le Burkina en ce moment. Le parti propose de procéder notamment par une révision constitutionnelle. Toutes les précisions avec Yassine Sawadgo. Notre pays. Ils sont issus de partis politiques et d'associations citoyennes à se réunir autour du mouvement dénommé Rupture Positive 3R. Leur vision est de participer à la réflexion et à l'action en vue d'impulser un changement décisif dans les orientations et les pratiques de la gouvernance au Burkina Faso en améliorant le processus démocratique et les conditions de vie des populations. Cette conférence de presse a été le lieu pour les premiers responsables du mouvement d'interpeller le gouvernement à prendre à bras le corps la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est un devoir pour les citoyens que nous sommes d'élever la voix pour interpeller le chef de l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que la CEDEAO et l'Union africaine, sur le fait que notre pays se trouve maintenant face à un danger qui risque de le détruire si nous ne sortons pas de nos routines indolentes pour engager une action vigoureuse de sauvegarde. Le silence du chef de l'État et son apathie apparente, dans une situation où l'existence de l'État est menacée, constituent une source véritable d'incompréhension et d'inquiétude. Face à cette situation, Léonce Koné demande une fédération des forces pour faire face à l'hydre terroriste. Une union sacrée qui permettra, selon lui, d'éviter le chaos. Au total, nous aimerions voir notre pays, le Burkina Faso, se lever, se rassembler, se mobiliser et agir comme s'il était en état de guerre. Parce que c'est bien la situation dans laquelle nous sommes. Cet appel à la mobilisation de toutes les énergies de la nation doit venir du niveau le plus élevé de l'État, assorti de mesures concrètes pour renverser la situation. Si rien ne change, soit le Burkina finira par être occupé par les djihadistes sur tout le territoire, soit nous vivrons dans l'insécurité permanente pendant des décennies, comme c'est le cas dans certains pays. Réagissant à l'ultimatum des mois donné par l'opposition politique burkinabé à l'exécutif pour trouver une solution à la crise sécuritaire, le mouvement Rupture Positive 3R estime que cela est tout simplement impossible. Nous avons l'impression qu'il y a une ligne d'opposition qui accompagne le régime. Comme le président l'a dit, comment
on peut comprendre. On sait tous que dans un mois, la situation ne va pas s'améliorer. Quand on dit que dans un mois, si la situation ne s'améliore pas, on fera ceci, cela, c'est comme si actuellement, la situation était acceptable. Est-ce qu'elle est acceptable? Elle n'est pas acceptable. Le leader doit simplement avoir le courage de trancher, avoir l'audace de s'assumer. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Nous pensons que cela a manqué d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous engage et ça m'engage personnellement. Le mouvement Rupture Positive 3R a, lors de cette conférence de presse, demandé la réintégration des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP dans la lutte contre le terrorisme. Toujours selon les conférenciers, il faut que la question de la réconciliation nationale ne soit plus un vain mot, mais une réalité. La coalition des patriotes africains annonce une marche le 11 décembre prochain après celle manquée du 30 octobre dernier. La COPABF revient à la charge pour manifester le jour même de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance du Burkina. Il s'agit d'un choix, selon elle, qui est un message à l'endroit des autorités afin qu'elles agissent en faveur donc de la vraie démocratie, de la vraie indépendance. Nous en parlons dans ce reportage de Sanata Serré. Après le rendez-vous manqué du 30 octobre dernier à Bobo-Dioulasso pour sa marche de protestation, la coalition des patriotes africains COPABF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Cette coalition réserve désormais le droit de réagir à la hauteur de la répression qu'elle aura subie, d'où qu'elle vienne, préviennent les conférenciers. La COPABF annonce donc une autre marche de contestation le 11 décembre prochain, date marquant la commémoration de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Ce choix répond et traduit aisément la volonté de notre peuple à mettre sous la coupe réglée, la célébration malicieusement politique d'une soi-disant adhésion de notre pays à l'indépendance qui n'en est pas une en réalité. Le choix de cette date résonne aussi comme un signal fort pour signaler à nos autorités que nos masses populaires n'acceptent plus le gaspillage de nos maigres ressources dans des dépenses inopportunes, alors qu'il y a d'autres priorités, notamment la prise en charge et la motivation de nos forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain des opérations. La prise en charge de plus d'1 million de personnes déplacées internes. Alors que cessent les innombrables occasions de réjouissance, des fêtes inopportunes et des bamboulas, et concentrons-nous sur la défense de notre patrie. L'autre sujet qui était au menu des échanges de cette rencontre avec les hommes des médias, c'est la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Une crise ayant occasionné plusieurs centaines de morts et plus d'1 million de déplacés internes. Sur la question, la COPABF invite les dirigeants à changer de stratégie pour faire face à la situation. Elle propose donc au gouvernement des pistes de solutions. Au niveau de la gouvernance interne, 1. Décréter l'état d'urgence. 2. Doter nos FDS et VDP de moyens matériels et logistiques militaires plus performants afin que les opérations militaires soient suivies de drones et de moyens aériens. Au niveau international et géopolitique, la COPABF exige du gouvernement d'inscrire la lutte contre le terrorisme dans la lutte globale contre l'impérialisme occidental et sa volonté d'invasion de nos États du Sahel. Inscrire la lutte contre le terrorisme et revoir les choix stratégiques et militaires qui lient nos pays à ses partenaires bilatéraux, notamment la France. Rompre avec les vieux accords militaires improductifs et rétrogrades qui lient notre pays à la France. La COPABF a du reste condamné ce qu'elle qualifie de répression violente contre ses militants lors de sa manifestation du 30 octobre dernier à Bobo-Dioulasso. Elle invite par ailleurs ses militants et sympathisants du Burkina Faso à sortir nombreux pour honorer le rendez-vous du 11 décembre prochain. Concernant l'expulsion de Kémi Séba, l'invité de la marche avortée du 30 octobre, la COPABF précise que des actions judiciaires ont été engagées contre l'État burkinabé. Et nous restons avec Sanata Serré pour l'ouverture mercredi dernier dans la capitale burkinabé de la 9e édition du Festival international de la liberté d'expression et de la presse. La première journée d'activité a été marquée donc par un panel autour du thème « L'Afrique post-Covid-19, quel bilan et comment transformer la crise en opportunité ?» Des acteurs de médias d'ici et d'ailleurs étaient réunis. Reportage. Comment tirer profit de la pandémie du coronavirus à travers la création d'opportunités?
La question était au cœur des échanges de ce premier panel du Festival international de la liberté d'expression et de la presse, FILEP. Une rencontre qui a permis de mettre en avant les avantages de la pandémie liée au coronavirus. Selon les panélistes, le Covid-19, malgré les dégâts qu'il a pu créer, a offert des opportunités à plusieurs personnes. Ce panel était une tribune pour le docteur Moumouni Niaoné de faire l'état des lieux de la pandémie depuis son apparition dans le monde. Nous avons plus de 130 000 personnes qui sont décédées. C'est déjà beaucoup. Plus de 6 millions de cas. Ça doit nous amener à nous poser beaucoup de questions sur qu'est-ce que nous avons fait de bien, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en mieux. En dehors des décès et des cas de maladie, il y a eu des problèmes au niveau économique, au niveau des autres secteurs, comme le travail, donc le chômage, le secteur du transport. Vous avez vu les fermetures des frontières, les mises des villes en quarantaine. Toutes ces mesures-là de restriction ont pu causer des problèmes et c'est à nous de nous mettre ensemble pour penser, je vais emprunter le mot à Dr Asabelga, penser notre situation avec eux et la penser avec A. Et la journaliste Yav Moulan de la République démocratique du Congo, co-animatrice de ce panel, d'inviter les médias à réadapter leur grille de programmes afin de tirer profit de cette pandémie. Il y a eu le négatif, parce que le négatif existe toujours, mais il y a aussi le positif. Voilà pourquoi j'exhorte tous les professionnels des médias, non seulement du Burkina Faso, mais tous ceux qui sont venus au FILEP et ceux du monde, de saisir les opportunités, de se dire que Covid a donné des opportunités à plusieurs. Et le positif dont je parle, c'est, en tant que professionnel des médias, c'est la création de nouvelles émissions, de nouveaux magazines télévisés ou encore pour la radio, mais aussi des textes de petites publications en termes de magazines d'enquête. Covid a ravagé tous les secteurs. Covid n'est pas resté seulement sur la crise sanitaire. La crise sanitaire a fait que nous ayons la crise mondiale. Donc je me dis, chacun de nous, dans notre métier, j'aimerais insister sur ça, de voir comment il faut faire une réadaptation de ce que ça a toujours été au niveau de chaînes de télévision, de radio, mais aussi au niveau de maisons de presse écrites. On prit part à ce premier panel du FILEP sur le Covid-19 et ses opportunités, des journalistes du Burkina Faso et de la sous-région. Le festival se déroule du 10 au 13 novembre 2021 à Ouagadougou sous le thème « Les médias résilients au service des citoyens africains ». La première édition du Salon de la publicité de l'édition a été lancée hier à Ouagadougou, initiée par Impulsion Agence Conseil en collaboration avec les publicitaires associés. Cette première édition referme ses portes demain, 13 novembre. Elle met à l'honneur la promotion de l'excellence et la découverte des innovations des métiers de la publicité. Panels et expositions sont également prévus. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Mamétré Nakamabou. L'activité publicitaire sous toutes ses formes représente 10% des entreprises créées au Burkina Faso ces dernières années. Bien que ces entreprises contribuent à booster l'économie nationale, elles rencontrent des difficultés liées à l'application de la loi sur la publicité, de la fiscalité et des problèmes de collaboration entre les différents segments de la profession. C'est donc dans le souci d'apporter une réponse à ces nombreuses problématiques que s'inscrit ce salon de la publicité et de l'édition en abrégé SAP. L'idée pour nous, c'est de pouvoir poser les bases d'une saine collaboration pour permettre à tous les acteurs de pouvoir vivre dignement du travail qu'ils font. Voilà. Et aussi nous permettre de pouvoir accompagner comme il se doit nos entreprises locales pour en faire des champions. Parce que quelqu'un qui fait un investissement a forcément besoin d'une publicité bien réalisée et orchestrée pour pouvoir être pérenne et rentable. Premier du genre, cet événement a pour objectif de créer un cadre de rencontres professionnelles, de partage d'expériences, de promotion de l'excellence et de découverte des innovations des métiers de la publicité, de l'édition et des arts graphiques. Nous avons constaté qu'il y a un déphasage entre ce que les formateurs, les étudiants qui sortent des centres de formation et nos besoins. Et il y a aussi des besoins que nous avons qui ne sont pas dotés de formation sur le plan local. Donc ça, ce sont les objectifs que nous visons à travers ce salon. Le salon de la publicité et de l'édition se tient du 11 au 13 novembre 2021.
Au cours des 72 heures, plusieurs activités sont organisées. Et la loi 080 portant réglementation de la publicité au Burkina Faso fera d'ailleurs l'objet d'un panel. Le CSC se trouve donc entièrement en phase avec cette préoccupation et donc c'est décidé avec vraiment enthousiasme d'appuyer les initiateurs, de les accompagner, de les encourager à réussir dans ce qu'ils sont en train de faire. Le salon de la publicité et de l'édition est aussi une tribune pour recueillir des propositions en vue d'améliorer le secteur de la publicité. Plusieurs pays de la sous-région prennent part à ce salon qui déroule le tapis rouge à la Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur. Rencontre d'échange cette semaine à 48 heures entre le Fonds de développement culturel et touristique et le Bureau burkinabé du droit d'auteur. La gestion collective du droit d'auteur au Burkina était à l'ordre du jour de ces entretiens. Les directeurs régionaux et provinciaux des secteurs de la culture du Burkina ont été outillés sur le mécanisme de répartition du droit et sur le Fonds de développement culturel et touristique également. On en parle avec Ami Valiant et Serge Kabouré. Ce cadre d'échange sur les appels à projets du FDCT et la gestion collective des droits des créateurs par le BBDA a pour but d'outiller les participants que sont les directeurs régionaux et provinciaux du ministère de la Culture sur les conditions d'adhésion et de déclaration, le mécanisme de répartition des droits et la gestion du fonds de promotion culturelle du BBDA. Les acteurs culturels qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, parfois n'ont pas les outils nécessaires en ce qui concerne la déclaration, en ce qui concerne la répartition de leurs droits. Et nous avons donc estimé que les directeurs régionaux et directeurs provinciaux sont des relais, sont des acteurs clés en ce qui concerne la diffusion de ces informations-là. Donc la rencontre qui aura lieu donc aujourd'hui et demain vise essentiellement à outiller les directeurs régionaux et provinciaux sur les conditions d'adhésion au BBDA, sur le mécanisme de répartition des droits et également le fonds de promotion culturelle qui est un outil qui permet au BBDA de financer les acteurs culturels qui disposent de projets novateurs. Durant ces 2 jours de formation, la problématique du fonds de développement culturel et touristique sera également abordée. Il s'agira notamment de renforcer les capacités des différents acteurs sur le nouvel arrêté conjoint du 4 novembre 2020 portant conditions et limites des concours du Fonds de développement culturel et touristique. Nous avons voulu convier les directeurs régionaux et les directeurs provinciaux du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme afin que nous ayons une concertation autour de thématiques majeures. Surtout nos appels à projets que nous avons lancés il y a de cela quelques jours, c'est de leur expliquer ou réexpliquer les lignes directrices, c'est aussi leur expliquer et réexpliquer l'arrêté conjoint que nous avons réaménagé pour permettre une meilleure accessibilité à nos produits. Le secrétaire général du ministère de la Culture, qui a pris part à cette cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué de saluer et de féliciter la tenue de cette rencontre. Prennent part à cet atelier les directeurs régionaux, provinciaux et les points focaux du ministère de la Culture. À présent, rencontre dans ce journal d'une dame diplômée mais qui a dû procéder par l'entrepreneuriat pour mener une activité professionnelle. Jocelyne Sommet, il s'agit d'elle, travaille dans la transformation des légumes frais. Son entreprise évolue sur son petit chemin. Ses acquis sont importants et encourageants. Après plusieurs tentatives d'embauche échouées en rapport avec son domaine d'activité, de formation donc, on en parle avec Maxime Jeud-Bambara. Jocelyne Sommet est une étudiante titulaire d'une licence en communication des organisations. Après quelques années de chômage, malgré son diplôme, elle décide de se lancer dans la transformation des légumes frais. Promotrice de la marque Oumma, qui veut dire Mama en langue d'Agara, Jocelyne fait dans la transformation de tomates, de carottes et de piments, entre autres. Après les études, on se retrouve sans travail, on se retrouve à faire des stages à n'en point fini. Donc, je me suis assise et je me suis demandé pourquoi ne pas entreprendre. Voilà, et c'est là que l'idée est née en fait. Je le faisais pour la consommation familiale. Et bon, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas étendre mes produits, permettre à d'autres gens de connaître mon produit. Loin d'être un savoir-faire inné, la jeune étudiante s'est faite former, consciente que son diplôme de licence n'est pas une garantie pour décrocher un emploi.
Partie d'un constat, la marque Oumma est née selon elle pour faire face à la rareté des légumes frais à une certaine période de l'année. La conservation se fait de façon naturelle. Voilà, c'est ce qui fait la particularité de mes produits. C'est fait de façon naturelle, voilà, sans conservateur, sans produits chimiques, sans colorants. Voilà, c'est la purée de tomate vraiment à l'état naturel. La durée de conservation de ces produits va jusqu'à 2 ans selon la jeune entrepreneur. Pour la transformation, les tomates, une fois bien lavées et découpées, sont mises en cuisson. Comme je travaille seule, par jour, il arrive que je transforme une caisse, souvent une demi-caisse. Tout dépend de ma motivation. Le bouillon de tomate est ensuite mixé pour obtenir une purée de tomates qui sera ensuite embouteillée et étiquetée pour la vente. Au départ, vraiment, j'étais inquiète. Je me demandais est-ce que voilà, ça allait plaire, est-ce que les gens allaient vraiment s'intéresser. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite de ce que voilà, des retours que font les clients. La demande est là. Et comme c'est un nouveau produit, je n'arrive même pas à satisfaire ma demande en fait. Et comme tout début, c'est fatigant. C'est fatigant parce que tout le processus, je le fais moi-même. Aujourd'hui, Jocelyne Sommet s'attelle à livrer une commande d'une de ses fidèles clientes. Bonjour. Bonjour Madame Paco. Merci. J'espère que ma commande est prête. Hein? Non, c'est bien, c'est bon. Il n'y a pas de souci. J'ai commandé 10 bouteilles de tomates et 5 bouteilles de piment. Parce qu'elle fait de très bonnes tomates. Ce sont des tomates fraîches, bio. Pour la cuisson de tous mes repas, j'utilise cette tomate et j'ai vraiment apprécié. Oui, c'est très accessible en termes de prix. Voilà, parce que des fois sur le marché, on voit que les tomates voilà, sont très très coûteuses. Et avec le produit qu'elle nous fournit, quand on prend la tomate, vraiment je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc voilà, ton produit est prêt. Merci bien, madame. Vraiment, merci beaucoup pour la fidélité. Pour l'instant, c'est au domicile familial que Jocelyne Sommet a implanté sa petite entreprise de transformation des légumes frais. Son ambition, faire grandir son entreprise et moderniser son activité pour faire face à la demande de plus en plus forte. Et pour terminer, en Afrique du Sud, la fondation de Klerk a annoncé ce jeudi le décès de l'ancien et dernier président sous l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, il avait 25 ans et a succombé à un cancer. C'est sous la présidence donc de Frédéric Leclerc que l'élan d'abolition de l'apartheid a été concrétisé. Reportage. Frédéric de Klerk s'en est allé. Le dernier président du régime d'apartheid en Afrique du Sud est décédé jeudi dans sa résidence au Cap. Il avait 85 ans. C'est sa fondation qui a annoncé sa mort. L'ex-président souffrait de mésothéliome, un cancer qui affecte les tissus entourant les poumons et suivait depuis mars un traitement d'immunothérapie. Au pouvoir de 1989 à 1994, Frédéric de Klerk a servi de pont entre le régime d'apartheid et l'avènement de la démocratie dans son pays. C'est sous son règne que Nelson Mandela avait été libéré après plus de 2 décennies en prison. Les 2 hommes avaient partagé le prix Nobel de la paix 1993. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Excellent début de week-end à vous.